C'est Jean-Pierre. Jean-Pierre. On y va. Chers amis, merci d'être nombreux aujourd'hui pour cette séance organisée par Jean-Claude Coufinal et par Benjamin Bouteau qui est également à côté de lui. Merci à vous deux. Et donc c'est Medicène en fait qui est représenté sur le thème de la robotique et de l'innovation chirurgicale. Comme vous le savez, notre académie de chirurgie est parfaitement concernée par la problématique générale de l'innovation et de l'accès à l'innovation chirurgicale. Et c'est un thème qui est régulièrement débattu dans le France, en particulier avec les autorités de santé du pays, avec la Direction générale de la santé, avec le ministère de la Solidarité et de la Santé. Et on est partie prenante dans la nouvelle loi qui va faire apparaître une agence nationale pour l'innovation en santé. Et donc, évidemment, l'Académie de chirurgie a toute sa place. Et nous avons dans le projet, et c'est en cours probablement de validation par les deux chambres, par le Sénat et par l'Assemblée nationale, d'introduire une innovation dans notre intitulé. L'Académie va s'appeler Académie nationale de chirurgie et des pratiques opératoires innovantes. Donc ça veut dire qu'on intégrera complètement au sein de nos préoccupations l'ensemble des actes opératoires qui soient réalisés par des chirurgiens ou par des médecins, à condition qu'ils deviennent véritablement des experts des disciplines dans lesquelles ils travaillent. Voilà. Et c'est donc une ouverture très importante qui a été initiée il y a plusieurs années, mais elle devient vraiment fondamentale pour que notre communauté s'adapte aux transformations de nos disciplines. Et encore une fois, hier, par exemple, avec la fondation de l'Académie de chirurgie, nous avons fait une séance consacrée pour informer le grand public aux varices des membres inférieurs. Et en tant qu'Académie nationale de chirurgie et que fondation de l'Académie de chirurgie, moi-même étant chirurgien vasculaire, nous avons décidé de donner la parole à 4 médecins vasculaires interventionnels. Et les chirurgiens en tant que tels n'étaient pas strictement représentés, mais nous avons considéré que c'était normal, que c'était un signe d'évolution. Et je vois Iraj Ganshbak qui, dans son domaine de la chirurgie cardiaque, partage un peu cet avis. Et c'est un sujet dont on débat depuis plus d'un an maintenant, avec également l'Académie nationale de médecine, donc sur l'évolution des pratiques interventionnelles qui doivent véritablement devenir partie prenante complète de nos activités académiques. Voilà. Maintenant, c'est notre secrétaire général qui introduit traditionnellement la présentation par les secrétaires de séance. Habituellement, le secrétaire général donne des informations, mais il n'y a pas d'information particulière, à part la préparation de la journée de Strasbourg. Alors, on peut peut-être juste pour la préparation de journée de Strasbourg, on avait prévu un support visuel juste avant de donner la parole à Jean-Pierre Rosenbaum. Et ensuite, effectivement, Jean-Pierre Rosenbaum fera le résumé de la séance précédente. Oui, comme vous le savez, l'Académie traditionnellement organise des séances délocalisées de notre instance. Et donc cette année, nous avons au programme une séance particulièrement importante et qui va être organisée à Strasbourg avec 2 temps importants, le 24 juin. Les collègues qui sont intéressés peuvent s'inscrire la veille au soir parce que ça commence tôt le matin. Donc normalement, c'est prévu au Parlement européen. C'est pas tout à fait sûr avec l'activité. Mets-moi en slide complet là, merci, pour que ce soit bien visible. Tu peux augmenter le sizing, merci. Et donc la matinée de. Alors je reprends. Les collègues intéressés par cette séance peuvent arriver à Strasbourg le 23 au soir, dans l'après-midi. Ils seront reçus par la mairie de Strasbourg, par l'IRCAD qui a organisé un accueil des académiciens et de tous ceux qui seront intéressés par cette séance, dans l'hôtel Dehara, qui est un magnifique hôtel, donc avec un repas gastronomique à l'arrivée. Donc ce sera une belle occasion, mais surtout, on remet la première slide, s'il te plaît.
reviens en arrière. Donc le matin, avec notre collègue Carole Matelin, qui maintenant qu'on a nommé présidente de la commission de féminisation des métiers de la chirurgie. Carole Matelin, c'est une spécialiste du sein, du traitement des cancers du sein, et elle organise donc au Parlement européen, probablement, une séance consacrée à cette grande thématique, place des femmes en chirurgie. Donc, et la deuxième partie de la journée du 24 sera un accueil à l'IRCAD, que vous connaissez tous. Et l'IRCAD, ça va être une séance assez exceptionnelle également, où, vous savez, l'IRCAD, c'est un institut de recherche pour la formation à la chirurgie robotique, hein, sujet traité aujourd'hui. Et donc, Jacques Marescot a prévu d'organiser un multiplex avec les 8 IRCAD qui sont installés dans l'ensemble des pays du monde actuellement. Je crois qu'il y a encore un en préparation en Chine ou aux États-Unis, à Charlotte. Et donc, vous aurez droit à un multiplex en direct avec l'ensemble des IRCAD dans le monde entier. Et puis ensuite, il y aura une visite organisée par, suivant les sujets d'intérêt des collègues, dans les différents secteurs de l'IRCAD, où actuellement, il y a je ne sais combien, 15 ou quelque chose comme 15 robots en plus 20, 25, 30, je sais pas. C'est vraiment énorme. Et donc, actuellement, il y a un accueil d'environ 7000 collègues tous les ans qui viennent se former à la chirurgie robotique à l'IRCAD. Et évidemment, alors ces séances sont exceptionnelles, sont remarquablement organisées. Et ce sera vraiment, je crois, une grande journée à Strasbourg. Donc voilà, l'information, c'est ça. J'espère on va envoyer par Sending Blue cette information à tout le monde. Inscrivez-vous. On a réservé une 60aine de chambres d'hôtel. À des tarifs préférentiels organisés par l'IRCAD. Donc, c'est des hôtels 4 ou 5 étoiles. C'est vraiment formidable. C'est une occasion de découvrir Strasbourg si vous ne connaissez pas. Voilà. La parole est à Jean-Pierre Rosenbaum, notre secrétaire de séance, qui va faire le résumé de la séance précédente. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, académiciennes et académiciens, j'ai le plaisir de vous faire le résumé de la séance du mercredi 9 mars qui était consacrée à avancées et impasses de la réparation des nerfs périphériques. Le coordinateur était Alain Gilbert et le co-coordinateur était Michel Merle. Alors, le Président, Albert-Claude Benamou, a ouvert la séance comme aujourd'hui, en présentant le futur événement qui se passera à l'IRCAD à Strasbourg et qui est prévu pour le 24 mai 2022. 24 juin, j'ai fait une erreur, merci de me corriger. Alors ensuite, Michel Merle donc, a commencé la première communication avec Histoire de la réparation des nerfs périphériques, espoir et déception. Le devenir fonctionnel d'un traumatisme des membres est directement lié à la qualité de la réparation nerveuse. À ce jour, malgré la réparation microchirurgicale des nerfs périphériques, celle-ci échoue dans 30% des cas. Une fonction motrice et sensitive correcte n'est obtenue que dans 50% des cas. Dans l'historique, en 1776, Crooksland prouva qu'un nerf sectionné pouvait régénérer. En 1864, Nélaton procéda à la première suture d'un nerf médian chez l'homme. Les greffes fasciculaires et des améliorations techniques se sont développées au cours de la Première Guerre mondiale en particulier. En 1960 sont apparues des techniques microchirurgicales et en 1980, l'organisation des services d'urgence de la main, ce qui est fondamental, ont permis de démontrer que les meilleurs résultats étaient obtenus par une suture directe réalisée en urgence, en remettant bord à bord les fragments sectionnés dont les extrémités sont régularisées par une section de type guillotine pour qu'elle soit le plus régulière possible et en associant le plus souvent la réparation des axes vasculaires. Medina Celli a montré que la suture doit s'effectuer sans tension en appliquant le principe de Saint-Venant. Tiens, ça passe pas le... Il passe pas là. Voilà, c'est bon. Principe de Saint-Venant. Voilà. Hop.
Alors, les blessés doivent bénéficier d'une rééducation précoce afin de faciliter la réintégration d'un membre dénervé dans le schéma corporel. Les déceptions sont cependant nombreuses. La microchirurgie épineurale n'a pas permis une avancée spectaculaire comparée à la réparation par suture fasciculaire. Lors de la repousse nerveuse, les erreurs d'aiguillage ne bénéficient pas d'un hypothétique neurotropisme. Une dénervation prolongée conduit à l'apoptose tissulaire et nous ne disposons d'aucun moyen pour protéger le neurone de cette mort programmée. Les résultats restent aléatoires dans le traitement des petites pertes de substances nerveuses par neurotube. Les allogreffes décellularisées pour réparer des pertes de substances de plusieurs centimètres n'égalent pas encore l'autogreffe fasciculaire. Le développement de cols biocompatibles serait utile afin de minimiser le traumatisme induit par les microsutures. Les résultats obtenus chez l'homme sont en contradiction avec les très nombreuses expérimentations animales. Parmi les questions, Richard Villet, qu'en est-il des greffes de cellules souches qui ont fait l'objet d'un travail récompensé par l'Académie il y a 1 an? Tous les travaux réalisés n'ont pas été concluants, mais il y a de nombreux travaux en cours. Vladimir Mitz, le résultat dépend-il de l'expérience du chirurgien? Le problème est qu'on n'a aucun pouvoir sur l'axone. Le président Albert-Claude Benamou, quelle est l'importance de conserver l'axe du nerf pendant la chirurgie de la suture périneurale? L'intervention réalisée en urgence permet de mieux repérer les segments nerveux sectionnés. La suture est réalisée sous microscope avec du fil 10-0 ou 11-0 et des points interfasciculaires pour garder l'axe. Ensuite, Alain Charles Masquelet nous a présenté le modèle scientifique appliqué à l'homme, apport critique et évidence, base, médecine. L'EBM a fait une part large aux essais contrôlés randomisés, qui sont difficiles à mettre en œuvre en chirurgie. Le procédé se heurte aux présupposés du chirurgien, à la perte de confiance du patient, au caractère irréversible de l'acte chirurgical et aux difficultés inhérentes au double insu. En réalité, très discutable quand il s'agit de comparer 2 techniques chirurgicales, les ECR se sont révélés crédibles pour la comparaison d'un traitement chirurgical avec un traitement médical ou même avec l'abstention du traitement, au prix toutefois, dans la deuxième situation, d'une chirurgie. Désolé pour ces petites perturbations. Ah, ça ne répond pas. Hop, ça y est, c'est bon. Alors, je reprends. Alors donc, toutefois, dans la deuxième situation, d'une chirurgie simulacre éthiquement discutable. Il convient d'insister sur le fait que l'EBM ne se réduit pas aux ECR et aux méta-analyses et que la pratique chirurgicale ne se réduit pas à l'EBM. La tendance actuelle en évaluation chirurgicale est la tenue de registres à différents niveaux et des études observationnelles rigoureuses. Au-delà de ce que révèle l'EBM, à savoir une quête effrénée de l'objectivité par une approche quantitative, c'est le modèle scientifique appliqué à l'homme qui est remis en cause et la rationalité elle-même qui est questionnée. Une discussion très philosophique est ouverte pour évoquer le frein que peut représenter l'approche cartésienne quantifiée par rapport à l'approche holistique intuitive qui va souvent de pair avec l'innovation en chirurgie et la nécessité de trouver une méthode alternative en associant ces 2 approches. Le président souligne l'importance de l'évaluation pour donner justement une pertinence à l'évaluation. À l'innovation. À l'innovation. Alain Gilbert a ensuite communiqué les nouvelles technologies dans la réparation des pertes de substances nerveuses. Depuis très longtemps, les chirurgiens ont utilisé des technologies à leur disposition pour tenter de réparer les pertes de substances nerveuses. Les auto-exénogreffes nerveuses ont été proposées, ainsi que les allogreffes décellularisées. Les allogreffes posent le problème de leur rareté et de leur coût. Plus récemment, l'industrie a développé sur le marché de nombreux tubes de composition différentes, mais dont les grandes ambitions ont été sans rapport avec les résultats qui sont restés modestes. Les travaux se sont orientés vers l'utilisation d'allogreffes humaines décellularisées, dont les résultats se rapprochent des autogreffes, mais que la manipulation, la taille et surtout le coût rendent difficile à généraliser. La fabrication et l'utilisation des nerfs
artificielle à partir de divers supports font l'objet de travaux importants qui pourraient représenter un jour une solution d'avenir. Actuellement, c'est l'autogreffe humaine qui reste le standard à partir duquel sont évaluées ces technologies nouvelles. Les questions. Jacques Caton a évoqué la veine ombilicale qui pourrait servir de conduit. Le problème est surtout la longueur du tissu prélevé, souvent insuffisante. Le président, l'utilisation de facteurs de croissance peut-il être utile? L'utilisation de ces facteurs rendrait les études encore plus difficiles car pour inclure ces facteurs, il faudrait encore des autorisations supplémentaires. Commentaire de Vladimir Mintz, l'hématome autour de ces traumatismes contient déjà un grand nombre de facteurs de croissance. Commentaire de Christophe Eglès, ce n'est pas la quantité de facteurs de croissance qui compte, mais leur distribution. Dernier commentaire d'Alain Charles Masquelet qui souligne l'importance de la membrane basale et de la cellule de Schwann. François Schernberg nous a ensuite présenté « Peut-on modifier la repousse nerveuse ?» La particularité de la réparation des plaies des nerfs résulte du fait qu'il ne s'agit pas d'une réparation tissulaire, mais d'une réparation cellulaire. Le système nerveux périphérique présente, contrairement au système nerveux central, une grande capacité de régénération. Mais en cas de lésion nerveuse degré 5 de Sunderland, donc perte complète de la continuité nerveuse, la régénération nerveuse spontanée est impossible et on aboutit à la formation d'un névrome. Seule la réparation nerveuse de la lésion, par suture ou greffe, est en mesure de rendre possible la régénération nerveuse qui est essentielle pour le succès du traitement. Cette régénération ne pourra se réaliser que si le corps cellulaire survit à la lésion. Malheureusement, malgré les progrès qui ont été réalisés ces dernières décennies dans les techniques de réparation, avec l'apport de la microchirurgie, les résultats sont encore de nos jours incomplets, voire décevants. En fait, la meilleure des réparations chirurgicales ne peut résoudre seule l'ensemble des événements cellulaires et moléculaires complexes correspondant à une régénération nerveuse satisfaisante. Depuis plusieurs décennies, de très nombreux travaux scientifiques expérimentaux ont permis de mettre en évidence des thérapeutiques pour accélérer la régénération axonale, immunodépresseurs, inhibiteurs des canaux calciques, facteurs de croissance nerveuse. L'ensemble de ces travaux est basé sur la recherche animale chez la souris et le rat qui ont un potentiel de régénération nerveuse élevé. Il existe un énorme fossé entre les recherches chez l'animal et les applications chez l'homme. Fossé lié en grande partie aux effets secondaires indésirables de ces thérapeutiques. En revanche, ces travaux ont permis d'améliorer nos connaissances sur la régénération nerveuse initiée par les travaux de Waller et de Ramon de Cajal, qui ont souligné le rôle important de la précocité de la réparation nerveuse pour favoriser la survie des neurones et éviter la dégénérescence au niveau des organes cibles. Actuellement, de nouvelles technologies, en particulier la thérapie génique, ouvrent des perspectives très intéressantes, justifiant la poursuite des recherches avec la nécessité impérative de développer une étroite collaboration entre les neurobiologistes et les chirurgiens. Ensuite, la dernière communication a été faite par Christophe Eglès, évaluation des résultats de l'implantation de biomatériaux, la nécessité d'une approche morpho-fonctionnelle. La guérison complète des lésions nerveuses périphériques reste aujourd'hui insatisfaisante et dans de nombreux cas difficile à évaluer pendant la repousse du nerf. Lorsque l'autogreffe n'est pas possible, la greffe de nouveaux biomatériaux biomimétiques pourrait servir de conduit de guidage au nerf périphérique. L'équipe de Christophe Eglès a étudié l'utilisation de greffes de nerfs à base de soie artificielle biofonctionnalisée avec des facteurs de croissance dans le but de retrouver la fonctionnalité motrice. L'étude a été réalisée avec des rats dont le nerf sciatique a été remplacé par un guide en soie électrofilée. Pour évaluer le processus de régénération à 3 et 6 mois, une étude avec des colorants morphologiques et des enregistrements électrophysiologiques ont été réalisés pour démontrer la repousse des fibres nerveuses à l'intérieur du guide de soie. Ces résultats expérimentaux ont démontré le fort potentiel de ces matériaux à base de soie et l'intérêt de développement clinique ultérieur ainsi que l'utilisation des nanoparticules pour stimuler la repousse. Commentaire de Michel Merle.
Il y a beaucoup d'études où on compte les fibres, mais c'est le fonctionnel qui compte. L'intelligence artificielle apportera beaucoup dans l'évaluation de ces récupérations. Le président remercie les orateurs et lève la séance. Merci.